Radio Django. Culture. Il y a un petit peu moins d'une année, nous recevions un poète et artiste pour la présentation de son poème en prose, Les Seins de l'Amante. Et ce soir, il revient pour nous présenter son dernier né, une variation poétique intitulée Les bateaux sombrent-ils en silence. Et cet ouvrage est paru le 18 février dernier aux éditions Stella Maris. Bonsoir Timba Bema. Mais bonsoir Fabien. Bienvenue sur Radio Django. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir pour que vous nous présentiez votre nouveau recueil. Ségolène. Oui, donc bonsoir Timba. Bonsoir Ségolène. Votre livre est dédié à Joséphine. Du reste, je cite tout début du livre, vous notez à Joséphine sauvée des eaux après le naufrage de son bateau. Donc il me semble que c'est l'histoire de cette femme qui a été une sorte d'élément déclencheur pour l'écriture de ce livre. Oui, donc je dois avouer que différents éléments de ce livre préexistaient déjà. Donc je les avais déjà écrits et puis ils étaient épars comme ça parce qu'en gros, le quatrain, on va dire, c'est un peu le rythme de ma pensée. C'est que c'est très bizarre, mais ma pensée poétique s'élabore en quatrain, donc c'est comme ça qu'elle arrive. Et donc différents éléments étaient déjà placés et quand j'ai vu le naufrage de Joséphine, donc quand elle a été repêchée, cette photo où elle avait un visage horrifié, le déclencheur est arrivé. C'est-à-dire qu'il m'a semblé que le fil conducteur finalement de tous ces éléments épars que j'avais écrits comme ça, sans vraiment leur accorder une sorte de cohésion d'ensemble, trouvait finalement cette cohésion grâce à ce naufrage de Joséphine, grâce à son drame finalement, qui pour moi raconte quelque chose de beaucoup plus profond, qui me touche et puis qui, je pense, touche toute notre humanité dans son ensemble. Donc Joséphine est africaine. Oui, et même elle allait en Europe. Et même plus que ça, Joséphine est camerounaise. Donc elle vient vraiment de là où je suis né. Elle a à peu près, on va dire, elle partage certainement l'imaginaire social que j'ai. Elle a certainement les mêmes références que moi. Elle a peut-être même vécu dans les mêmes lieux que moi, traversé finalement l'histoire, on va dire, actuelle du Cameroun comme moi. Et finalement, ce que j'ai vu en elle, c'est moi-même que j'ai vu quelque part. C'est-à-dire que j'ai en fait vu moi, donc principalement, mais j'ai aussi vu finalement le drame même de ce que c'est qu'être camerounais. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir en fait dans Joséphine finalement, c'est qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à mettre sa vie en jeu pour atteindre une rive, l'Europe, l'Occident, cette sorte d'Eldorado justement, cet espace de projection que représente l'Occident. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à le faire? Et c'est finalement cela, à mon avis, que j'ai retrouvé dans le parcours de Joséphine. Alors le bateau est le thème principal de votre livre, ou plus exactement les bateaux qui sombrent en mer Méditerranée. Vous examinez les différentes facettes du bateau, les représentations culturelles, symboliques qui lui sont liées. Le bateau devient un objet métaphorique, il est tantôt arbre ou pays ou encore porteur de mauvaises nouvelles. D'où est-ce que l'utilisation du terme variation poétique, c'est plutôt ça, c'est le choix que vous avez... Oui, donc c'est justement ce phénomène-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que pour un poète, par exemple, comme moi, la réalité ne sera jamais unique, elle ne sera jamais binaire, donc univoque, binaire, elle ne sera même pas non plus trinaire. Ou alors, voilà. Donc pour moi, la réalité est toujours multilectique, c'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir la lire en fait sur différentes strates. Par exemple, dans le cas de Joséphine, l'une des choses qui s'est produite immédiatement, ça a été une sorte de procès en humanité que l'Occident s'est mis à se faire à lui-même, c'est-à-dire à se dire, finalement, oui, c'est à cause de l'Italie, avec la montée des régimes extrêmes, que on n'assiste plus du tout les gens, l'Europe se débarrasse de ces immigrants, en fait, donc de ces migrants, puis ainsi de suite. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé finalement, ce n'était pas d'entrer directement dans ce procès en humanité que l'Europe est en train de se faire à l'heure actuelle, donc par rapport à cette question de migrants qui sont simplement des êtres humains en quête de réalisation d'eux-mêmes, donc en quête finalement de prouver à eux-mêmes ou bien de se réapproprier finalement leur humanité qui leur a été volée des contrées d'où ils viennent. Mais l'idée finalement, c'était quoi pour moi? L'idée, c'était de remettre donc justement à l'intérieur de ce procès en humanité que l'Europe se fait, le principal sujet qui est ces personnes comme Joséphine qui viennent du Cameroun, qui viennent d'Afrique, et de les remettre au centre de la discussion et de dire mais attendez, ce n'est pas finalement sur simplement vous-même, c'est-à-dire qu'en tant qu'Européens qui devez vous juger sur votre capacité à accepter les autres, mais regardez cette humanité-là, regardez-la d'abord avant d'entrer dans ce procès-là. Et donc la variation poétique, ça consiste finalement quelque part à regarder un objet, donc notamment ces bateaux sous différents angles de vue, et d'arriver à
montrer peut-être ou alors à esquisser finalement la grande tragédie, on va dire, africaine qui a commencé à peu près 600 ans. Donc avec ces bateaux qui racontent vraiment cette histoire, cette tragédie africaine qui n'arrête pas de durer. C'est-à-dire que le bateau, juste pour reprendre un exemple, a été notamment ce moyen de transport qui a arraché par exemple, les Africains de leur terre, et aujourd'hui les Africains continuent encore à mourir en prenant des bateaux. Ségolène. Oui, donc on en discutait hors antenne, mais moi, si on doit parler en 2 mots du style, j'ai trouvé incroyable la manière dont en fait, justement les quatrains, les quintiles étaient présentés sur les pages, parce qu'on a une fois en haut, une fois au milieu, une fois en bas, et puis d'une page à l'autre, on a l'impression que c'était vraiment une impression personnelle, mais que ça donnait le mouvement d'une vague, et c'est ça qui est assez incroyable dans ce livre, c'est que voilà, le sujet, on l'a dit, c'est les bateaux, c'est la mer, les naufrages plus largement, mais on a l'impression d'être guidé, de fluctuer d'une page à l'autre comme un bateau, et on se laisse emporter à travers en fait les pages. Oui, c'est-à-dire. Mais vous m'aviez dit que c'était pas forcément intentionnel. Bon, disons que ce n'était donc mon intention, par exemple, il est clair en fait que c'était de mettre les choses en symétrie. C'est-à-dire donc vraiment avec cette idée de mettre les choses en symétrie, de les mettre en rapport, de les mettre en confrontation notamment, mais finalement en sachant aussi que l'inconscient travaille donc au niveau de la fabrication, notamment de la mise en forme. Donc pourquoi pas. En tout cas moi je trouve ça plutôt flatteur justement que ce soit un élément. Non, c'est la vérité. Moi j'ai cru que c'était fait exprès en fait, mais très bien. Non, pas du tout. Tim Abema, la figure du capitaine est très importante dans votre livre. Oui, parce qu'on a l'impression que des fois vous décrivez le capitaine qui aime son bateau. Parfois il aime plus son bateau que sa femme. Et puis après il y a la figure du capitaine ivre-mort, et puis qui peut parfois amener au désastre. Alors expliquez-nous la figure du capitaine. Voilà. Donc justement c'est donc pour ramener l'humanité finalement donc de tout ce qu'on appelle migrants. Et puis pour ramener cette humanité, c'est-à-dire que pour finalement dans ce procès que l'Europe se fait à elle-même sur sa capacité finalement à accueillir les autres êtres humains, c'est finalement de montrer en fait que il n'y a pas finalement d'immigration économique, il n'y a pas d'immigration politique, mais en fait que toute immigration est politique, c'est-à-dire que les personnes qui se retrouvent là en fait ce sont des personnes à qui une part de leur humanité ou sinon toute leur humanité leur a été arrachée. Et la figure du capitaine, c'est justement cette figure du tyran. Et donc à savoir que simplement nous avons des individus qui fuient en fait des tyrannies. C'est-à-dire que les tyrannies sont des régimes où on est esclavagisé d'une certaine manière, donc où on est désapproprié totalement de soi, de son corps, de ses rêves. Et voilà donc des individus qui se fabriquent un Eldorado. Et peut-être l'autre chose que je pourrais rajouter, et peut-être qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est en fait que l'Europe finalement n'est pas en fait perçue par exemple par ces personnes comme en fait comme en fait dans son sens réel, c'est-à-dire que l'Europe c'est simplement un espace de projection, une sorte d'Eldorado finalement, un peu comme les Européens à un moment de leur parcours, notamment avec la découverte de l'Amérique, ont fait de l'Afrique même par exemple, ou même ont fait de l'Amérique latine un espace de projection qui n'avait rien à voir avec la réalité. Donc c'est vraiment vers ça qu'on assiste. Ces personnes sont en train finalement d'essayer de se soigner elles-mêmes de toutes les blessures qui leur ont été imposées par le capitaine qui représente justement ce tyran. Ils sont des clandestins qui payent de leur vie la traversée d'une rive à l'autre du désir. Ô toi qui vas d'une rive à l'autre du désir, souviens-toi que partout on t'appellera étranger. Oui. Bon, j'ai un peu tronqué, j'avoue, la strophe, c'est pas exactement ça dans sa globalité, mais la mer est extrêmement symbolique. Oui. Par ailleurs, vous utilisez beaucoup de fois le terme de mer intérieure. Oui, c'est justement pour vraiment restituer aussi cette dimension, donc cette symétrie-là, donc entre la mer physique, qui est cet espace finalement physique qui est traversé par les bateaux, donc en quête, on va dire, d'une sorte d'accomplissement matériel. Mais je pense qu'il est central aussi, et que si on ne fait que voir la dimension économique du migrant, on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension spirituelle. Il y a aussi une dimension vraiment de quelqu'un, d'un individu qui est en train de vouloir se réapproprier son humanité qui lui a été arrachée par d'autres. Et je pense que ça, c'est constitutif, c'est central. Et c'est même la raison pour laquelle, en général, les migrants sont ceux qui construisent un nouveau monde. Parce qu'en effet,
pour pour reprendre finalement cette part de leur humanité qui leur a été arrachée, ils seront obligés, dans une certaine mesure, de se créer un nouveau monde. Et c'est un peu dans ce parcours-là, finalement, que ces migrants sont lancés et que je voulais restituer à travers cette quête spirituelle que la mer intérieure ouvre. Votre recueil, Tim Abema, s'appelle « Les bateaux sombrent-ils en silence ?» Donc forcément, on en vient au dernier point, le silence, élément important aussi pour vous. Oui, et justement, ce silence, en fait, il est très intéressant. C'est en fait que c'est un silence qui est bruyant. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que lorsqu'il y a un naufrage, les caméras sont en général rapidement là, par exemple, avec le cas de Joséphine. Donc, on voit des images. Mais il y a un bruit, finalement, et ce silence, il est lequel? C'est finalement le cri de ces migrants, c'est cette part d'humanité. Donc, ce que je disais précédemment, c'est que dans ce procès, finalement, que l'humanité, l'Europe se livre à elle-même, elle oublie, finalement, le principal sujet. Qui sont ces personnes? Donc, elle oublie leur part d'humanité. C'est-à-dire qu'elle juge simplement sa propre capacité à les accueillir, mais elle oublie finalement que ceux qui doivent être au cœur de ce procès, ce sont ces migrants. Et moi, modestement, à travers ce recueil, c'est ce que j'ai essayé de faire entendre, c'est-à-dire que c'est ce silence dans sa profondeur historique, dans 600 ans à peu près d'histoire, pour peut-être le mettre au cœur de ce procès et puis éclairer les opinions. Ségolène, encore un dernier point, peut-être par rapport à une date importante. Oui, notons que le dimanche 10 mars, à 17h, Tim Bas sera à la galerie du Pressoir, à Écublanc, juste à côté de Lausanne, pour une lecture à haute voix de son premier livre, Les Saints de la Menthe, et puis vous présenterez également le deuxième. Oui, le vernissage aussi de Les bateaux sont brasseurs. Donc c'est vraiment le coup double. Voilà. Quand j'étais petit au cinéma, quand il y avait 2 films, on appelait ça coup double. Donc là, vraiment, poésie coup double. Ne ratez pas du tout ça. Ça sera juste génial. On a encore fait les prises de son là récemment. La salle, elle est très bien sonorisée. Pour un voyage poétique, vous serez vraiment, mais alors emporté. Et je vous attends vraiment nombreux. Il y a de très belles surprises. En plus, c'est entrée libre. Il y a peut-être un chapeau à la sortie. Donc vraiment, vous prenez le M1. Et arrêt la Cerisay. Voilà, et puis vous y êtes. Le dimanche 10 mars à 17h, on C'est bien pas. Ça, au rendez-vous. Pascal nous a rejoint ce soir, journaliste, grand connaisseur du monde littéraire. Tu vas bientôt t'intéresser aussi à Timba, semble-t-il. Oui. Une question peut-être pour Timba, je te voyais t'agiter sur la chaise. Deux remarques. La première, c'est que je remarque avec plaisir que la poésie suscite un petit regain d'intérêt à la fois de la part des éditeurs et des lecteurs, et qu'aujourd'hui les poètes sont des éveilleurs, pour ne pas dire des réveilleurs de conscience. Et puis la deuxième remarque, c'est par rapport à ce que Timba a dit sur ces 600 ans finalement d'histoires qui se répètent sous des formes différentes. Moi, ce qui me frappe, c'est que le peuple d'Afrique n'a toujours pas pu faire le deuil de ces 600 années-là. Et je trouve qu'il y a un mouvement qui est en train de se réveiller en ce moment, en particulier en provenance du Cameroun. Je pense à des gens comme Léonore Amiano, comme Max Lobé ou comme toi, qui font en sorte que non seulement on réveille les consciences, mais on essaye de faire ce travail à l'envers, de revenir dans l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça se reproduit. Et je pense qu'à un moment, il faudra faire le deuil, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais on en est encore loin. Oui, je pense que c'est déjà central. Je pense que déjà, pour ne serait-ce que parler de la poésie, c'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est l'illumination. Par exemple, là, j'ai un grand poète comme ça à qui je rends toujours hommage, qui est Saïd Baoudine Majo, un poète afghan, qui a, par exemple, annoncé les talibans et puis qui a été tué par eux lorsqu'ils sont arrivés. Donc, il a écrit un poème, mais juste fabuleux, Les Go Monstres. Et pour moi, c'est ça un poète. C'est-à-dire que c'est un éclaireur. C'est même quelqu'un qu'on pourra prendre pour un fou, mais finalement, il éclaire. Et ce qui est intéressant avec le poète, c'est que justement, il doit pouvoir en fait aller vers les strates de ce qu'on peut appeler l'inconscient, de ce qu'on peut appeler le non-dit, de ce qu'on peut appeler même donc le cachet. C'est-à-dire que toute société, en fait, en général, a cette tendance à fonctionner en mettant quelque part sous le tapis les thèmes importants, et notamment, par exemple, le thème de l'esclavage et puis ainsi de suite, qui a été relativement obscur. Il a été bien enterré. Voilà. Oui. Donc bien enterré et puis ainsi de suite. Voilà. Le poète, c'est la pointe de l'iceberg. Mais voilà. Globalement, la littérature, c'est fait pour déranger, pour titiller, pour gratter. Et puis quand on revient justement dans cette histoire, c'est en fait pour rompre des cycles. Je pense que, par exemple, quand on regarde juste, ne serait-ce que pour redonner un exemple qui va peut-être vous parler, quand on regarde une psychanalyse, par exemple, l'idée justement de revenir dans une histoire, c'est en fait pour en sortir. Et c'est vraiment ça le but. C'est-à-dire que là, on ne retourne pas du tout dans cette histoire pour avoir envie de pleurer ou bien pour susciter les larmes de qui que ce soit. Par exemple, moi, dans mon poème, je n'aborde même pas du tout les choses sous un angle très
pathos, par exemple, mais l'idée, c'est vraiment, il faut qu'on en sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'une conscience, quand elle est confrontée à cela, soit choquée à tel point qu'elle sorte et qu'elle grandisse à partir de peut-être cette petite souffrance, on va dire, que les mots d'un modeste poète lui infligeaient. Une belle lecture à faire, c'est votre dernier livre, Timba Bema, Les bateaux sombrent-ils en silence, paru aux éditions Stella Maris il y a quelques jours tout juste, et vous allez le verdir dans ces prochains jours, comme on l'a entendu il y a quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview ce soir. Merci Fabien, merci de l'invitation, merci à Ségolène aussi de sa patience et de sa... Ah bah, c'est un plaisir, Timba. Voilà, Et de sa lecture. et de sa lecture, merci. Merci beaucoup, merci également à toi Ségolène pour la préparation de ce sujet, un sujet à retrouver sur notre site django.fm.